Ça suffit de se gaver toujours plus pendant que le peuple galère pour se loger, pour se chauffer, pour se nourrir. Ça suffit les cadeaux pour les milliardaires pendant que sont détruits nos retraites, l'école publique, l'hôpital. On se donne rendez-vous à Paris, dans la rue, pour dire à Macron et aux ultra-riches assez. C'est la marche du peuple qui a faim, qui a froid, qui veut être mieux payé, qui est en train de se faire voler 10% de son salaire quand il a un salaire par l'inflation. Ayez du courage, ne vous laissez pas faire, marchez. Vous avez répondu à l'appel. Et votre force immense déferle à cet instant où il fallait être au rendez-vous pour obtenir le blocage des prix, l'augmentation des salaires, le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Un autre monde est possible, libéré du saccage du productivisme capitaliste. Ne vous résignez pas. Nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau front populaire qui exercera le pouvoir dans son pays, le moment venu. Et avant de commencer la réunion, je voulais simplement me présenter puisque je suis Yaël et donc j'ai été tirée au sort pour l'Assemblée représentative à Paris. Donc voilà, merci. Donc pour l'organisation, il y aura une réunion prévue le 5 décembre à Entraigues avec les personnes mandatées par les GA pour organiser la synthèse de ce que chacun veut faire remonter pour cette assemblée. Voilà. Merci. C'est le 5 décembre, c'est ça ? C'est à Entraigues, mais vous allez recevoir un mail et c'est effectivement ceux qui sont mandatés par chaque GA pour faire remonter à Yaël. Mais si vous pouvez faire un mail en Word pour aider Yaël avec vos observations, vos idées, ce serait déjà bien et ça va bien l'aider. Surtout, s'il y a des GA qui ne peuvent pas venir, en particulier m'envoyer un mail, ça serait bien. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, chers camarades, vauclusiens et gardois et d'ailleurs. Comment ? Et de la Drôme, il y a des Dromois aussi, excusez-moi. Nyons, et tu pourras avoir des affiches si tu veux. Très simplement, c'est la réunion, on est heureux que cette réunion se déroule avec Manuel Bompard. C'est une réunion, la thématique est un peu lourde, c'est la question de la vie chère. Mais avant de parler de la vie chère et d'essayer de recadrer ou de vous dire un peu quelques chiffres sur notre département, je voulais vous parler de la violence qui touche nos quartiers. À 200 mètres d'ici, 2 jeunes sont décédés hier soir, 18 et 22 ans. On pourrait vous égrener le nom de ces gamins qui meurent chaque semaine, chaque mois, dans nos rues, à Avignon, dans les quartiers populaires, à Avignon, Cavaillon ou ailleurs. Tout ça en lien avec une autre misère qui est le trafic de drogue, qui fait des ravages dans les quartiers les plus pauvres, parce que je vais venir sur un chiffre. Sur Avignon, et on a l'un des quartiers les plus pauvres de France, c'est quartier Montclar, 62% de pauvreté. La plupart des quartiers populaires d'Avignon, c'est au-delà de 50% de pauvreté. Le chômage, j'allais dire, fait des ravages aussi, parce que, pareil, si je vous donne les chiffres du chômage sur les quartiers, c'est énorme. C'est énorme. Le taux de personnes qui ont recours au RSA, aux aides sociales, c'est également énorme. Le nombre d'associations qui font de l'épicerie sociale ont augmenté. D'ailleurs, avant, on n'avait pas beaucoup d'épicerie sociale, on en a de plus en plus. Et de plus en plus de gens ont recours à l'aide alimentaire sur Avignon et sur les autres communes du département de Vaucluse.
On est le département le plus pauvre de la région PACA, avec 20% de pauvreté, et c'est plutôt centralisé sur les grandes villes, Avignon, Carpentras, Cavaillon, Orange, voilà, Orange, Bolène. Réellement, on est un département réellement très pauvre, et je pense qu'effectivement, on est les premières victimes de l'austérité macroniste, de ce système où la redistribution est à l'envers. C'est-à-dire, on prend dans les poches des plus précaires, des plus pauvres, pour donner aux plus riches, aux plus aisés. Donc, moi, je suis heureux d'accueillir notre camarade. Je vais donner la parole à Laurent, s'il est dans le coin. Voilà, bon. On te donnera peut-être la parole plus tard, si tu es... Voilà. La parole à notre camarade Lise, qui va nous lire un petit texte dont elle a le secret. Donc à chaque fois, elle nous trouve des textes qui sont en lien direct avec la thématique. Merci Lise. Voilà, Farine m'a dit... Farine m'a dit, bah, écoute, cherche un texte par rapport au sujet. Qu'allais-je faire? Qu'allais-je choisir? Alors j'ai fait le choix d'un poème de Nazim Hikmet. Voilà. La grande humanité voyage sur le pont des navires, dans les trains en 3e classe. Sur les routes, elle marche, la grande humanité. La grande humanité s'en va au travail à 8 heures. Elle se marie à 20 ans, meurt à 40. La grande humanité. Sauf à la grande humanité, le pain suffit à tous. Pour le riz, c'est pareil. Pour le sucre, pareil. Pour le tissu, pareil. Pour le livre, pareil. Cela suffit à tous, sauf à la grande humanité. Il n'est pas d'ombre sur la terre de la grande humanité, pas de lanterne dans ses rues, pas de vitres à ses fenêtres, mais elle a son espoir, la grande humanité. On ne peut vivre sans espoir. Alors, très rapidement, avant de passer la parole à Manuel, quelques dates clés de son parcours. Alors, je remercie aussi d'être venu ce soir en Vaucluse. Je sais que les emplois du temps des députés de la France Insoumise sont très compliqués. Donc merci beaucoup d'avoir fait ce déplacement. Je vais très rapide. Je commence en 2019 où tu as été élu député européen. À cette occasion, tu as pris la fonction de représentant de la délégation France Insoumise au Parlement européen. Tu es depuis remplacé par Marina Mesure, qu'on connaît tous, beaucoup d'entre nous connaissent. Voilà, elle t'a remplacé donc en 2022, justement après ton élection en tant que député sur la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, avec 74% des suffrages. Donc un très beau chiffre. Et je crois que tu as été au premier tour à 56%. Voilà, donc déjà un beau chiffre dès le premier tour. Et puis voilà, au-delà de tes mandats de parlementaire, tu as été directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles de 2017 et 2022. Et puis surtout, ou en plus, tu as été un grand artisan de la NUPES. C'est comme ça que ça a été présenté dans tous les journaux. Et la rumeur dit que pendant 10 jours et des nuits, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu et tu n'as pas dormi pour arriver à cet accord. Voilà. Donc merci, bienvenue en Vaucluse. Et puis la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup. Alors d'abord, ne croyez jamais les rumeurs. Je n'ai pas... J'ai mangé, j'ai dormi, pas beaucoup c'est vrai, mais effectivement ça a été un moment assez intense. Avant de venir sur le thème de la réunion publique de ce soir, à mon tour je voudrais vous remercier les militantes, les militants qui ont organisé cette réunion publique. Je sais que ça s'est fait dans un délai rapide, court,
Tu l'as dit, on a un calendrier assez chargé en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité parlementaire. Hier, la Première ministre a déclenché pour la 7e fois en 2 mois l'article 49.3 de la Constitution. Demain soir, on va examiner donc notre 7e motion de censure. Mais on a trouvé un petit créneau pour essayer de ne pas rester non plus enfermé à l'Assemblée nationale. Parce que je crois que c'est important que, bien évidemment, les députés fassent leur travail à l'Assemblée, mais qu'ils soient aussi au contact de la population dans des initiatives et des réunions publiques comme celle de ce soir. Et donc, effectivement, on a initié une campagne contre la vie chère avec des réunions publiques un peu partout en France. Il y en a une demain soir à Roubaix. Jean-Luc Mélenchon en avait fait une à Clermont-Ferrand. Vous l'avez peut-être suivi sur les réseaux sociaux. Et on essaye jusqu'à la fin du mois de décembre de multiplier ces initiatives. Et surtout, mais j'en parlerai à la fin, on commence à préparer une grande bataille qui, on le voit déjà, va être la bataille du mois de janvier et qui va commencer dès le mois de janvier sur les retraites. Mais j'y reviendrai dans un deuxième temps. Pourquoi le thème de la vie chère ? Parce que la vie chère, c'est, je crois, ce qui frappe le quotidien de la plus grande partie de la population aujourd'hui. J'ai pas besoin, je pense, de vous donner de nombreux chiffres pour que vous vous en rendiez compte. Malheureusement, il suffit d'aller au supermarché, de faire ses courses, et on se rend compte que les prix ont augmenté dans des proportions qui sont des proportions considérables. C'est vrai sur les produits alimentaires et sur les courses qu'on va pouvoir faire au supermarché. C'est vrai quand on va faire son plein d'essence à la station-service. C'est vrai quand on reçoit à la maison la facture de chauffage et d'électricité. Et c'est une situation qui est une situation extrêmement difficile pour une grande partie des Françaises et des Français parce que, et je vais y revenir, dans le même temps, nos rémunérations, nos salaires, nos pensions de retraite n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions que la hausse des prix. Le chiffre de l'inflation, le chiffre officiel de l'inflation, le dernier chiffre publié sur un an, c'est une augmentation des prix de à peu près 5,7%. Ça, c'est le chiffre officiel. En vérité, ça a longtemps été une bataille d'ailleurs, notamment des organisations syndicales. Cet indice de hausse sur les prix, il n'est pas très pertinent parce qu'il regroupe un ensemble de produits qui ne sont pas de même usage. Il y a des produits de première nécessité dans cet indice et puis il y a des produits de consommation moins immédiats, moins nécessaires immédiatement. En vérité, si on regarde un peu plus en détail dans le poème que tu as cité, j'ai noté, on a parlé du pain, on a parlé du riz, on a parlé du sucre, je peux vous parler des pâtes, je vais vous parler de l'huile. En vérité, sur ce qu'on pourrait appeler les produits alimentaires de première nécessité, l'augmentation des prix, elle est au-delà de 10%. Et ça, je pense que la dernière fois, je tombais sur une caissière, je discutais avec une caissière et qui me disait de plus en plus, il y a des gens, une fois qu'ils sont passés à la caisse, ils me disent « mais vous êtes trompée, madame, c'est pas normal qu'avec ce que j'ai pris, là, ça me coûte autant ». Et elle lui dit « non, je suis désolé, je me suis pas trompée, c'est que les prix ont très largement augmenté ». Et ça, c'est la réalité du quotidien de 95 ou 99% des Françaises et des Français. La question qui nous est posée, c'est est-ce que cette situation, c'est une fatalité? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement, comme on l'entend parfois à la télévision? Est-ce que c'est parce que y a eu le Covid et puis après il y a eu la guerre en Ukraine et donc finalement on n'a pas le choix et on ne peut rien faire autrement que d'essayer de compenser la difficulté? Ou est-ce que cette situation, elle est impactée par des choix politiques? Moi, je vais essayer de vous faire la démonstration ce soir que oui, il y a bien des choix politiques qui font que cette augmentation des prix, on l'a subie au quotidien de manière immédiate et frontale. D'abord, ce n'est pas une fatalité parce que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Ce n'est pas l'ensemble de la population qui se retrouve confrontée à ces difficultés et à ces situations. Et en même temps qu'on a cette inflation, cette augmentation des prix considérable pour une très très grande partie des Françaises et des Français, dans le même temps, vous avez des grands groupes, des grandes entreprises, des multinationales qui, cette année, ont réalisé un record, mais qui est un record d'une nature tout à fait différente. Cette année, on a eu, par exemple, le record de versement des dividendes. Au deuxième trimestre de l'année 2022, on a atteint un record qui est un record historique. On n'avait jamais enregistré un tel record de versement des dividendes. C'était une progression de plus de 33% par rapport à l'année précédente. Cette année, on a eu un autre record,
c'est que la rémunération des dirigeants du CAC 40, elle a été 100 fois plus importante que la rémunération moyenne des salariés de ces mêmes entreprises du CAC 40. Et c'est un record. L'année dernière, c'était déjà beaucoup, mais c'était 76 fois. La rémunération des entreprises du CAC 40 était 76 fois plus importante que la rémunération des salariés. Cette année, on a eu des entreprises, notamment dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du carburant, dans le secteur du fret maritime, qui ont réalisé des profits qui sont des profits exceptionnels et extraordinaires. Vous avez peut-être entendu parler du chiffre pour l'entreprise Total. Total, au premier semestre de l'année 2022, c'est un profit réalisé de 18 milliards d'euros. C'est l'équivalent de ce que l'entreprise avait pu réaliser sur toute l'année 2021, qui était déjà une année extrêmement importante. Une entreprise basée pas très loin d'ici, à Marseille, dans ma circonscription d'ailleurs, la CMA-CGM. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Marseille, la grande tour, qui est la tour de la CMA-CGM. La CMA-CGM a réalisé aussi un profit qui est un profit record, exceptionnel, autour de 17 milliards d'euros. Donc c'est des chiffres qui sont des chiffres vertigineux. C'est une entreprise qui n'est pas cotée, la CMA-CGM, mais la famille Saadé, qui est la famille propriétaire de cette entreprise CMA-CGM, a vu sa fortune passer en un an de 6 milliards d'euros à 36 milliards d'euros. C'est une famille qui a accumulé en une année 30 milliards d'euros de patrimoine supplémentaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire 30 milliards d'euros, parce que les chiffres comme ça, peut-être qu'ils ne veulent rien dire pour vous. En France, le budget annuel de l'éducation nationale, c'est à peu près 60 milliards d'euros. Donc vous avez une famille, un individu, qui en une année a réalisé et a vu son patrimoine augmenter de la moitié du budget que consacre un pays comme le nôtre à l'éducation nationale chaque année. Voilà. Donc vous voyez, ce n'est pas la crise pour tout le monde, ce n'est pas la difficulté pour tout le monde. Ce n'est pas une situation où c'est difficile pour tout le monde et donc il faut que tout le monde se serre la ceinture et que tout le monde fasse des efforts. Il y a ceux qui sont condamnés à se serrer la ceinture et à faire des efforts. On leur demande gentiment de baisser le chauffage, de mettre des cols roulés. Et puis il y a ceux pour qui c'est l'opulence généralisée. Et quand on a l'outrecuidance de dire, bon, peut-être que ces profits extraordinaires, ils pourraient quand même être mis à contribution en introduisant une taxation sur ces super profits, on nous dit, ah non, c'est pas possible, ah non, c'est trop compliqué, ah non, on va le faire à l'échelle européenne. On nous empêche d'aller jusqu'au bout du débat sur ce sujet parce que la Première ministre, avant même qu'on ait pu examiner nos amendements sur l'introduction d'une taxe sur les super profits, a recours à l'article 49.3 de la Constitution. Ça met un terme à nos débats et on ne peut même pas discuter dans les discussions budgétaires qui ont lieu en ce moment à l'Assemblée nationale de l'opportunité de mettre en place une taxe sur les super profits qui est très largement majoritaire dans la population parce que c'est le bon sens de considérer qu'une entreprise qui génère comme ça des profits extraordinaires parce qu'elle profite d'une situation, d'une augmentation des prix de l'énergie, du carburant, des coûts de transport, de fret maritime, il est quand même normal, c'est une question de bon sens de dire qu'elle doit contribuer à la solidarité nationale. Donc non, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité et les décisions gouvernementales, elles ont un impact sur la situation qu'on est en train de vivre. Et là aussi, vous allez avoir des ministres, un gouvernement, un président de la République qui va vous dire « mais bon, on fait le mieux qu'on peut ». Je ne sais pas si vous les avez déjà entendus dire ça, c'est l'élément de langage qu'ils utilisent ces derniers mois. On fait on fait du mieux qu'on peut. L'inflation en France, elle est la plus faible de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc vous voyez, notre politique, elle est efficace. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne veut rien dire. L'inflation déconnectée de la question de savoir comment nos rémunérations, nos salaires, nos pensions de retraite progressent, ça n'a pas de sens. Vous pourriez avoir une inflation plus importante que l'inflation en France. Si votre rémunération elle augmente davantage que l'inflation, vous gagnez du pouvoir d'achat. Mais si l'inflation est à 5,7%, comme c'est le cas aujourd'hui, et que l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, comme ça a été décidé par le gouvernement au mois de juillet, est de 3,5%, en vérité, ce n'est pas une augmentation du pouvoir d'achat de 3,5%, c'est une perte du pouvoir d'achat d'à peu près 2%. Et donc quand le gouvernement vous dit on fait le mieux qu'on peut par rapport aux autres, il utilise un indicateur
qui est un indicateur qui ne mesure pas réellement la progression ou la baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Et pourtant, il y a des chiffres qui permettent de faire ces comparaisons. Je vous ai parlé là du point d'indice des fonctionnaires, c'est plus 3,5%. Le chiffre de l'inflation, je vous le rappelle, 5,7%. En vérité, si vous prenez un indice qui est plus juste, parce que c'est l'indice qui nous impacte au quotidien, c'est-à-dire l'augmentation des prix sur ce qu'on a besoin pour vivre au quotidien, on est plutôt autour de 10%. Donc ça veut dire des salaires, des rémunérations réelles, des salaires réels qui baissent de 5-6%. C'est ça la vérité de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je vous ai parlé du point d'indice des fonctionnaires pour les rémunérations du public, mais il y a aussi des chiffres pour les rémunérations dans le privé. Il y a un organisme qui s'appelle la DARES, qui dépend du ministère du Travail, et qui a produit il n'y a pas longtemps une note qui dit que dans le privé, sur un an, le salaire moyen des Françaises et des Français, il a augmenté de 3,7%. Donc ramené à l'inflation, ramené à la progression de 5,7% des prix, voire de plus de 10% sur un certain nombre de produits, la DARES, c'est dans la note de la DARES, vous dit elle-même, les rémunérations, le salaire réel, elle a baissé en vérité de 2% sur un an. Alors est-ce que c'est mieux ou moins bien que nos voisins? Puisque quand ils utilisent l'argument pour dire on est les meilleurs, c'est notre politique qui permet que l'inflation soit plus faible que partout en Europe. Ben, ça aussi c'est faux. Il y a une étude qui a été publiée sur l'ensemble des pays de l'OCDE. L'OCDE, c'est 38 pays, dont 26 qui sont des pays européens. C'est ce qu'on appelle généralement, j'aime pas ce terme, mais c'est comme ça que c'est décrit, ce qu'on appelle généralement les pays développés. Ils ont fait une étude. Depuis la fin de l'année 2019, ils ont justement évalué la progression de la rémunération réelle, pas de la rémunération déconnectée de l'inflation, pays par pays. Qu'est-ce que dit cette étude? Elle dit qu'en France, depuis la fin de l'année 2019, la rémunération réelle moyenne, elle a diminué de 0,3%, alors qu'en moyenne, dans les pays de l'OCDE, cette rémunération réelle, elle a progressé de 2%. Cette rémunération réelle, elle a progressé par exemple de 0,4% en Allemagne. Elle a baissé de 0,3% en France. Tout ça pour dire qu'ils sont malhonnêtes quand ils essayent de vous présenter l'inflation comme étant le chiffre qui va permettre de savoir si la hausse des prix, elle a un impact positif ou négatif sur la vie des gens aujourd'hui. Ce n'est pas le bon indicateur. Et quand on prend le bon indicateur, ce n'est pas vrai de dire que la France fait mieux que ses voisins. C'est même précisément l'inverse. La France fait moins bien que ses voisins et elle est plutôt un des mauvais élèves de l'OCDE, contrairement aux autres pays d'Europe et donc aux autres pays de l'OCDE de manière générale. Donc oui, la situation qu'on vit aujourd'hui, elle est bien impactée par les décisions politiques qu'on prend. Et les décisions politiques qui sont prises aujourd'hui, elles ne sont pas efficaces. En tout cas, elles ne sont pas efficaces si on se pose la question des conditions de vie de la grande majorité, de la grande partie des Françaises et des Français. Elle est sans doute efficace pour une toute petite minorité de la population, qui sont ceux que j'ai cités tout à l'heure, qui eux profitent de cette situation, qui eux sont protégés par le gouvernement qui refuse de les mettre à contribution. Est-ce qu'il est possible de faire autrement ? Est-ce qu'une autre politique pourrait avoir davantage de résultats? Bien évidemment, c'est ce qu'on défend. Et on a fait un certain nombre de propositions depuis la fin des élections législatives à l'Assemblée nationale. Et là aussi, puisque je sais que vous êtes dans un département où sur les 5 circonscriptions de ce département, il y a 4 députés issus du Rassemblement national et 1 député issu de LREM, il est important que vous sachiez quelles sont les décisions qui sont prises par ces députés, qu'est-ce qu'ils votent quand on fait des contre-propositions par rapport à la proposition et à la politique qui est mise en place par le gouvernement. Au mois de juin-juillet, on a examiné un texte qui s'appelait de manière mensongère « Texte pour améliorer le pouvoir d'achat des Français ». Je vous ai fait la démonstration de pourquoi c'était mensonger, puisqu'en vérité, si on voulait dire la vérité, on aurait dit que c'était un texte de loi qui visait peut-être à limiter la baisse de pouvoir d'achat des Français, mais pas à augmenter leur pouvoir d'achat. Dans le cadre de cet examen, le gouvernement a dit on va distribuer des primes Macron, on va continuer le dispositif des primes Macron, on va augmenter le plafond de distribution de ces primes Macron. Les primes Macron, c'est des primes qui sont défiscalisées, on ne paye pas de cotisation, les employeurs ne payent pas de cotisation sociale quand ils versent ces primes-là. C'est un dispositif qui fonctionne très mal,
Ils ont augmenté le plafond et l'ont passé de 1 000 à 2 000 euros, alors que le versement moyen de la prime Macron l'année dernière, il était de 500 euros, donc il n'y avait pas de problème de plafond. Donc c'est un dispositif qui ne fonctionne pas. C'est par ailleurs un dispositif qui est un dispositif pervers, parce que quand vous exonérez les employeurs de cotisations sociales sur ces primes, c'est donc plus avantageux pour eux de verser ces primes que d'augmenter vos salaires. Quand ils versent ces primes, c'est autant de financement en moins pour la sécurité sociale. Et puis ensuite, vous arrivez dans le budget de la sécurité sociale où on vous dit attention, on a un problème, on va être en déficit. Ah, forcément, vous avez limité et réduit les financements de la sécurité sociale. Donc il va falloir faire des efforts. Retraite, assurance maladie, je vais en parler dans un instant. Donc on a eu à l'Assemblée nationale au mois de juin, au mois de juillet, un débat sur un texte sur le pouvoir d'achat. Et nous, on a dit le sujet, ce n'est pas des logiques de primes aujourd'hui. Ce dont on a besoin, c'est des logiques de salaire. Et donc, on a déposé un certain nombre d'amendements pour l'augmentation des salaires, c'est-à-dire, en premier lieu, pour l'augmentation du SMIC. Parce que quand vous dites qu'il faut augmenter les salaires, on vous dit oui, mais on n'est pas dans une économie administrée. Ce n'est pas le gouvernement qui décide des salaires. Certes, mais d'abord, le gouvernement, il décide du montant du SMIC. Et donc, il peut augmenter le SMIC. C'est un décret. Ça prend 5 minutes. S'il y a une volonté politique de le faire, donc on a déposé des amendements dans cette direction. Deuxièmement, le gouvernement, il pourrait tout à fait décider, comme ça a été le cas en France, de réindexer les salaires sur l'inflation. Je fais le lien avec la démonstration précédente. Si on avait réindexé les salaires sur l'inflation en France, vous ne pourriez pas vous retrouver dans la situation que je suis en train de vous décrire là, c'est-à-dire de salaires qui augmentent d'une manière plus faible que l'inflation elle-même. Et donc, on a déposé des amendements sur le sujet. Quand on a déposé l'amendement sur l'augmentation du SMIC, les macronistes ont voté contre, ce n'était pas une surprise. Les Républicains ont voté contre. Le Rassemblement national a voté contre. Quand on a déposé un amendement pour dire que dans la situation actuelle, on ne pouvait pas seulement se contenter des aides de l'État pour limiter les problématiques de la hausse des prix, mais on devait agir sur les marchés et donc prendre des mesures qui sont autorisées, qui sont prévues dans le Code du commerce, qui sont des mesures exceptionnelles de blocage des prix, comme ça a pu être fait par le gouvernement, y compris le gouvernement Macron pendant la crise sanitaire, quand il y avait besoin de gel hydroalcoolique et qu'ils avaient peur qu'il y ait une forme de spéculation qui fasse que le prix du gel hydroalcoolique s'envole, ils ont dit stop, on va encadrer le prix, on va bloquer le prix pour que justement le prix ne s'envole pas. Donc on a la possibilité d'utiliser ce levier du blocage des prix. Quand on a déposé cet amendement pour le blocage des prix, LREM a voté contre, la droite a voté contre, le Rassemblement national a voté contre. Quand on a déposé un amendement pour dire c'est difficile, la situation elle est difficile, donc il faut faire en sorte de mettre à contribution les plus riches. Et vous avez pris une mesure dans votre premier quinquennat, M. Macron, vous avez supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Quand vous avez supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, vous nous avez dit on va l'évaluer et si ça ne fonctionne pas, on pourra revenir en arrière. Et que tous les rapports qui ont été publiés d'évaluation sur l'impact de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune ont démontré, puisque c'était l'objectif immédiat, que 1, ça ne s'est pas traduit par une augmentation des investissements en France, et 2, que ça n'a pas limité de manière sensible et mesurable le fait que des gens partent à l'étranger plutôt que de payer leurs impôts en France. Quand vous avez ces rapports d'évaluation-là, quand vous déposez un amendement pour dire bon, ça n'a pas marché, on rétablit l'impôt de solidarité sur la fortune, les députés macronistes ont voté contre, les députés républicains ont voté contre, et les députés du Rassemblement national ont voté contre. Donc faites-le savoir, parce que c'est facile dans une campagne électorale de dire vous voyez, nous on est auprès des gens qui souffrent, on va mettre en place la politique pour faire en sorte que leur vie soit moins difficile, mais concrètement, quand il faut prendre les décisions qui permettent d'améliorer la vie des gens, qui permettent de partager davantage les richesses, qui permettent de mettre davantage à contribution celles et ceux qui ont gagné beaucoup d'argent cette année, l'année précédente et l'année encore d'avant, les députés du Rassemblement national, ils ne sont pas là. Et je pense que c'est important dans un département comme celui-ci où la bataille, elle est dure. Et je veux vraiment vous féliciter et vous remercier pour la bataille que vous menez au quotidien parce que je sais qu'elle est dure. Et c'est important de pouvoir aussi démasquer le vrai visage de ces élus qui viennent pendant les campagnes électorales pour vous dire on va défendre les gens qui souffrent, on va défendre les gens qui galèrent et qui font exactement l'inverse une fois qu'ils sont au pouvoir et aux responsabilités. Donc oui, il y a des politiques alternatives qui sont possibles. Augmentation du SMIC, indexation des salaires sur l'inflation, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune,
encadrement des salaires dans une entreprise. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, rapport de 1 à 100 aujourd'hui en moyenne entre les rémunérations des salariés des entreprises du CAC 40 et les rémunérations des dirigeants de ces entreprises du CAC 40. Dans le programme qu'on a défendu à l'élection présidentielle et à l'élection législative, on a dit on limite cet écart de 1 à 20. Et encore, on est sympa. Mais on limite cet écart de 1 à 20. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire par la loi. Donc il n'est pas vrai qu'on ne peut rien faire par la loi en matière salariale parce qu'on ne serait pas dans une économie administrée et que ce serait seulement à la liberté des entreprises de le faire. On a des leviers, le gouvernement dispose de leviers pour agir par la loi pour faire en sorte que les salaires augmentent et qu'ils progressent davantage aujourd'hui. Je connais les objections. Oui, mais comment on fait pour les petites entreprises qui vont avoir beaucoup de difficultés à subir l'augmentation du SMIC? Je ne la balaye pas d'un revers de la main. C'est une vraie objection. Vous avez des artisans, vous avez des petits commerces pour qui l'augmentation du SMIC, ça peut être une difficulté. Il y a deux choses à leur dire, à mon avis, sur ce sujet. Le premier, c'est que dans le programme, on a défendu l'idée d'introduire ce qu'on a appelé une caisse de péréquation entre entreprises pour dire que l'augmentation du SMIC, elle doit être assumée et prise en charge d'abord et davantage par les grands groupes dont j'ai décrit la situation économique tout à l'heure que par les petites entreprises et les artisans. Comment? En mettant en place une caisse de péréquation sur les cotisations sociales qui font que les petites entreprises, ça leur coûterait moins cher d'augmenter le SMIC qu'à la grande entreprise. Premier argument. Deuxième argument, les secteurs qui sont des secteurs où il y a beaucoup de gens qui sont rémunérés au SMIC sont, pas seulement, mais en particulier, des secteurs qui sont des secteurs liés à la consommation populaire. Et faire en sorte que les Françaises et les Français n'aient pas besoin de se serrer la ceinture et puissent tout simplement se loger, se nourrir, aller chez le coiffeur, aller au restaurant une fois de temps en temps. Faire en sorte que ça soit une réalité, c'est aussi faire en sorte de garantir à ces petits commerces, à ces petites entreprises, à ces artisans, de pouvoir aussi avoir des clients, de pouvoir aussi avoir des gens qui viennent consommer chez eux. Il y a un certain nombre d'études qui avaient été faites en Grèce, vous savez, au plus haut des politiques d'austérité en Grèce, qui disaient que les premiers secteurs économiques qui étaient impactés par l'austérité, la limitation des rémunérations, c'était les coiffeurs et les restaurants de mémoire. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que vous sacrifiez quand vous n'avez pas les moyens. Bon, vous vous débrouillez, vous dites le coiffeur j'irai plus tard, ou il y a quelqu'un qui va me couper les cheveux à la maison. Puis le restaurant, on ne va pas y aller, on va manger à la maison. Et donc c'est des secteurs dans lesquels l'augmentation du SMIC, ça a un coût tout de suite, c'est sûr. Mais à moyen terme, ça a aussi un avantage et ça permet aussi de relancer l'économie avec un cercle qui est un cercle vertueux. Donc il ne faut pas balayer d'un revers de la main cette objection et il faut apporter, à mon avis, des propositions, des réponses programmatiques qui sont, à mon avis, des réponses programmatiques sérieuses. Le SMIC, il augmente dans plusieurs pays d'Europe dans des proportions qui sont des proportions considérables. Ça a été le cas en Allemagne, ça a été le cas en Espagne, pour vous donner cet exemple. Il n'y a que la France qui, pourtant, généralement, a toujours l'habitude de dire « mais regardez comment ils font les autres pays d'Europe ». Mais là, sur ce sujet, manifestement, ils ne le font pas. Donc, augmentation des salaires, blocage des prix, j'en ai parlé. Introduction d'une taxation sur les super profits. Alors là, l'argument du gouvernement, c'est de dire, initialement, parce que ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup changé, initialement, monsieur le maire, il nous disait, les super profits, je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. On a mené un rapport, on a fait une mission à l'Assemblée nationale, transpartisane. J'étais le rapporteur pour l'opposition et c'était un député de La République En Marche qui était un rapporteur pour la minorité présidentielle. Bon, on n'a pas proposé la même chose à la fin, mais au moins sur le constat, il a été obligé de reconnaître, on a auditionné les patrons des grandes entreprises, il a été obligé de reconnaître que oui, il y avait des profits extraordinaires, des super profits, vous les appelez comme vous voulez, qu'on ne pouvait pas en contester l'existence. Donc Bruno Le Maire, il a changé d'avis. Et il a dit, bon, c'est vrai, il y a des super profits qui existent, mais bon, on va les taxer au niveau européen. Et donc, il travaille sur un instrument européen, une sorte de mini-taxe sur les super profits. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais. La question, c'est est-ce que c'est suffisant? Alors, c'est une mini-taxe sur les super profits qui, d'abord, concerne qu'un secteur, qui est le secteur des énergies fossiles.
Il y a un dispositif sur le secteur de l'énergie, mais qui est différent, qui est un plafonnement du prix de l'électricité sur le marché européen. C'est un peu technique, je ne vais pas revenir dessus. Mais il y a de nombreux secteurs qui ont généré des super profits, qui sont totalement exonérés de ce dispositif européen. Et notamment, je vous ai parlé tout à l'heure de la CMA-CGM, le fret maritime, qui n'est pas du tout concerné par l'instrument européen. Deuxièmement, quand la Commission européenne, qui n'est pas... ce ne sont pas des révolutionnaires, a mis en place cet instrument, ils ont dit eux-mêmes, ça n'empêche pas, ou ça ne vise pas à empêcher les États nationaux de compléter ce dispositif par un dispositif additionnel national de taxe sur les super-profits. Et d'ailleurs, immédiatement, vous avez la Belgique, par exemple, qui a dit, bah, nous, en plus de l'instrument européen, on va mettre en place une taxe supplémentaire sur les super-profits, qui, à l'échelle de la Belgique, ils estiment la recette à peu près 5 milliards d'euros. Je vous redonne les proportions, 60 milliards d'euros à peu près le budget de l'éducation nationale, c'est juste pour avoir un point de repère. 5 milliards d'euros à l'échelle d'un pays comme la Belgique, c'est conséquent. Le dispositif que nous avions présenté sous forme d'amendement dans l'examen budgétaire a été chiffré il n'y a pas longtemps par un organisme indépendant. Nous, on avait estimé à 10 à 20 milliards d'euros la recette possible avec une taxe sur les super-profits. Comment on faisait? On considérait tous les secteurs de l'économie. On prenait que les entreprises qui faisaient plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. On regardait, on prenait une moyenne 2017, 2018, 2019. On enlevait 2020 et 2021 pour pas qu'on nous dise ça c'est parce qu'il y a eu le Covid, etc. On prenait la moyenne du profit qui avait été réalisé sur ces 3 années-là et on regardait si le profit réalisé cette année était de 25% supérieur à la moyenne réalisée sur 2017, 2018, 2019. Et ensuite, on taxait ce qui était au-dessus de ces 25%. C'était un dispositif sympa. Il y avait 20%, entre 25 et 50% de profit exceptionnel, 25% entre 50 et 75% et 33% entre 75 et 100%. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Nous, on avait été raisonnable, on avait estimé la recette d'un dispositif comme celui-ci de 10 à 20 milliards d'euros. Récemment, il y a eu un cabinet indépendant qui a estimé la recette possible à entre 20 et 40 milliards d'euros. Donc vous avez le gouvernement qui aujourd'hui, par pure parti idéologique, parce qu'il refuse de mettre à contribution les profits extraordinaires de ces grandes entreprises, qui est en train de s'asseoir sur une recette estimée à entre 20 et 40 milliards d'euros. Et qui dans le même temps va vous dire, bah non mais ça on peut pas, parce que ça coûte trop cher. Le budget de l'hôpital, on ne peut pas l'augmenter davantage parce qu'on n'a pas les moyens. Les écoles, vous connaissez, les services publics, non, désolé, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens, il y a une crise de l'énergie, il y a une crise de l'inflation, c'est trop compliqué en ce moment. Et alors là où ils sont particulièrement pernicieux, c'est que quand on discute du budget à l'Assemblée nationale, c'est en 2 temps. On commence d'abord par discuter des recettes, combien on peut gagner chaque année, et puis après on met les dépenses. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de ne pas dépenser ce qu'on n'a pas. Donc ils font l'examen sur les recettes, et puis avant même qu'on arrive à la possibilité de proposer nos nouvelles recettes, ils font le 49.3. Donc on n'a pas pu examiner les nouvelles recettes. Puis après on arrive à l'examen sur les dépenses. Et là il se trouve qu'il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale qui décident de voter des mesures. On a voté plus de 10 milliards d'euros contre leur volonté, contre la volonté des macronistes. On a voté plus de 10 milliards d'euros pour la rénovation énergétique des logements. On avait voté un amendement de 3 milliards d'euros pour investir dans le développement des petites lignes de train, des trains de nuit, pour le ferroutage, pour mettre les camions sur les trains, etc. Et puis ils nous disent 49.3, on enlève ces amendements-là parce que vous comprenez, on ne peut pas les financer puisqu'il n'y a pas les recettes qui y correspondent. Bah oui, forcément, vous nous avez empêché de voter ou de proposer les recettes qui permettaient ensuite de pouvoir financer ces dispositifs. Et donc vous avez le gouvernement, ça me permet quand même de dire cette parenthèse, qui fait des grands discours sur la transition écologique, alors que l'Assemblée nationale avait voté de manière majoritaire des amendements pour investir plus de 10 milliards d'euros dans la rénovation thermique des bâtiments, qui est un enjeu à la fois écologique et social, parce que ça veut dire que vous gaspillez moins d'énergie et que celles et ceux qui habitent dans des logements qui sont des passoires thermiques voient leur facture d'énergie baisser, rayée d'un trait de plume. Le même gouvernement, le même président de la République qui après nous fait une vidéo pour dire qu'il va développer des RER dans toutes les grandes villes de France, il y a 1 mois, vient de s'asseoir et de rayer d'un trait de plume un amendement voté par la majorité des députés à l'Assemblée nationale pour investir 3 milliards d'euros supplémentaires dans le développement des petites lignes de train, des trains de nuit et du ferroutage. Je ferme cette parenthèse, mais pour vous montrer à quel point
entre les paroles et les actes, il y a un écart qui est un écart grandissant. Donc oui, il faut une taxe sur les super profits. Oui, on peut rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, on peut bloquer les prix. Oui, on peut agir, augmenter les salaires. Il y aurait sans doute plein d'autres choses à dire et il y a sans aucun doute plein d'autres choses à faire. La question qui nous est posée maintenant, c'est de savoir, dans la situation politique actuelle, comment ces propositions alternatives, on en fait une réalité. Alors, premièrement, ils ne nous les donneront pas, les augmentations de salaire. Les taxes sur les super profits, les blocages des prix, ils ne nous les donneront pas. Mais on peut les gagner. On peut les gagner par la mobilisation. Il y a quelques semaines de ça, les salariés des raffineries, notamment de Total, qu'on a beaucoup montré du doigt dans le débat public, au début du mois de septembre, ils sont allés voir leur patron et leur ont dit bon, bah, vous profitez beaucoup de la situation actuelle, vous faites des profits extraordinaires, c'est normal que nous, les salariés, on en récupère un petit peu. Et nous, on ne demande pas grand-chose. L'inflation, elle est autour de 6%, 10% sur les produits de première nécessité. Nous, on demande une augmentation de salaire de 10%. On leur a dit pas question. On leur a pas seulement dit pas question pour le montant. Initialement, on leur a dit il n'y aura pas de négociation salariale en 2022. On prendra les négociations de 2023 et à ce moment-là, on verra de quoi il s'agit. Donc, on ne discute pas avant le 15 novembre, à l'époque. Et puis, bah, les salariés se sont mis en grève. Et ils ont bloqué la raffinerie, ils ont bloqué les dépôts de carburant. Et puis, au début, personne n'a trop regardé ça de près. Le gouvernement n'a rien dit. Total s'est dit ça va passer, ils vont abandonner. Et puis au bout d'un moment, bah, le problème c'est quand vous bloquez les raffineries et les dépôts, bah, au bout d'un moment il n'y a plus de carburant dans les stations-service. Puis là le gouvernement a commencé à prendre peur. Alors quand le gouvernement il commence à prendre peur, c'est toujours la même méthode. Hein. Il essaye d'isoler les grévistes de la grande majorité de la population, de dire vous voyez, vous faites la queue à la station-service, vous galérez, bah, c'est à cause d'eux là. Parce qu'en fait, ils bloquent le pays. Et puis ils font une grève préventive, j'ai entendu. Ou il y a d'autres actions que la grève qu'ils pourraient mettre en place pour augmenter leur salaire. Sauf que la vérité, c'est que s'ils n'avaient pas fait la grève, il n'y avait même pas d'ouverture des négociations salariales. Et c'est par la grève qu'ils ont obtenu l'ouverture des négociations salariales. Alors ils n'ont pas obtenu les 10%, mais ils ont obtenu une augmentation de salaire, en comptant les augmentations de salaire générales et individuelles, autour de 6%. Ils voulaient plus et ils avaient raison de vouloir plus. Mais je veux juste démontrer ici, même si ça tombe, c'est pas grave. Je veux juste démontrer ici que par la lutte collective, par la mobilisation collective, on peut les faire plier. Alors ouais, c'est pas facile. En face, vous allez avoir des gens qui vont vous dire vous bloquez le pays, vous êtes des insupportables. Vous allez avoir un appareil médiatique qui, comme toujours, va se mettre à la disposition des puissants, de ceux qui gouvernent ce pays pour dire surtout ne vous révoltez pas, surtout ne vous rebellez pas, surtout ne faites pas valoir vos droits. Vous l'avez encore là, maintenant, sous les yeux. Vous n'avez pas vu aujourd'hui la menace des trains pour les vacances de Noël. La grève, c'est devenu une menace. La semaine dernière, le week-end dernier, à cause des grévistes de GRDF, 1500 personnes ne peuvent pas se chauffer. Vous aurez toujours la même recette. Et une partie de notre travail, bah, c'est de dire la vérité sur ce qui se passe et de contourner l'appareil médiatique dominant. Exemple, GRDF. Bon exemple. GRDF, ça appartient au groupe Engie. GRDF, cette année, a remonté 500 millions d'euros de dividendes pour le groupe Engie. GRDF propose aujourd'hui à ses salariés des augmentations de salaire de 2,3% dans le contexte d'inflation dont je vous ai parlé. Donc les salariés de GRDF, ils se mettent en grève. Est-ce que les salariés de GRDF, ils coupent le chauffage des pauvres petites personnes dans leur maison tout seuls qui ensuite vont avoir froid? Non. Il n'y a eu aucune coupure de chauffage dans la grève de GRDF. Ah oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui déménagent. Et quand les gens ils déménagent, ils ont besoin d'ouvrir un contrat pour le gaz dans leur maison. Et oui, le service, il est en grève. Donc ça prend du temps à ouvrir le contrat pour le gaz. Mais ils ont quand même le droit de faire grève, les salariés. Mais ils n'ont pas coupé le chauffage aux gens, contrairement à ce qu'on a essayé de faire croire pendant tout le week-end pour expliquer qu'ils n'en ont rien à faire des gens et qu'ils ne sont pas sensibles au fait qu'une personne ne va pas avoir de chauffage et va avoir froid à la maison.
Tout ça pour vous dire que dans la bataille, dans la mobilisation sociale qui va avoir lieu, il faut mettre à distance la lecture médiatique dominante qui sera toujours la même. Ils se battent pour eux, pour leurs propres intérêts, ils s'en fichent des conditions de vie de tout le monde. Mais la vérité, c'est que quand dans un secteur stratégique, une entreprise, des salariés qui se mobilisent collectivement arrivent à obtenir une augmentation de salaire, c'est un point d'appui pour les salariés de toutes les autres entreprises qui peuvent dire « mais je ne comprends pas, pourquoi ce que les salariés de Total ils ont obtenu, pourquoi nous on ne peut pas l'obtenir ?» Notre principal adversaire, c'est la résignation. C'est l'idée qu'on ne peut pas faire autrement. C'est l'idée qu'on ne peut pas gagner. Quand on arrive à gagner une victoire, quand des salariés gagnent une victoire, ils nous donnent de la force à toutes et tous. Donc oui, il faut soutenir les salariés de GRDF qui sont en grève en ce moment et faire en sorte qu'ils augmentent et qu'ils obtiennent davantage que les augmentations de salaire qui leur sont proposées. Oui, il faut essayer de voir, parce que bien sûr qu'il n'y a pas de mouvement social d'ampleur aujourd'hui, mais il y a plein de petites luttes partout en France pour les salaires. Regardez, je suis sûr qu'il y en a ici dans le département. Et notre objectif, notre rôle aussi, parce que ça sert à tous, c'est de faire en sorte que quand il y a des salariés qui se mettent en mouvement, qui se mettent en grève, il faut être à leur côté, il faut les aider, il faut les soutenir financièrement si c'est nécessaire. On a lancé une caisse de grève. Leur amener de l'humanité, de la chaleur humaine, venir à leur rencontre, amener les croissants, le thé, tout ça, ça contribue dans une bataille, dans une mobilisation, parce que le plus dur, c'est l'impact psychologique. Parce que contrairement à ce qu'ils disent dans les médias, quand on fait la grève, on perd son salaire. Et qu'il y a quelqu'un, quand vous rentrez à la maison, qui vous dit « bah oui, mais comment on va faire ce mois-ci pour payer le loyer, puisque tu es en grève là, moi je veux bien ta grève, mais à la fin, comment on va payer ?» C'est dur la grève, c'est difficile. Et notre rôle aussi, en tant que citoyen, mouvement politique qui aspire au changement, c'est de faire en sorte qu'on les aide, on les défende, on soit à leur côté, on se mobilise avec eux, parce qu'on va en avoir besoin. Parce qu'on va en avoir besoin, notamment parce que vous le savez, il y a cette question de la vie chère. Mais vous le savez aussi, se prépare dans les cartons une réforme qui est une réforme très dure, une réforme terrible sur les retraites. En début de semaine, on en a appris un peu davantage sur le calendrier. Il y a des soi-disant de concertations. Je vous raconterai après les concertations, c'est marrant. La Première ministre a prévu de présenter le projet de loi sur les retraites entre le 15 et le 20 décembre. Elle a prévu de le déposer au Conseil des ministres tout au début du mois de janvier. Ne pensez pas qu'en face, ils vont nous laisser des semaines et des semaines et des mois pour préparer la mobilisation. Leur objectif, c'est de faire passer le truc le plus rapidement possible. Ils peuvent encore utiliser le 49.3 une fois. Sachez-le, ça aussi. Là, ils ont utilisé le 49.3 7 fois. Normalement, d'ici à la fin du mois de décembre, ils vont l'utiliser 10 fois. Pourquoi? Parce qu'on est dans des textes budgétaires. Dans les textes budgétaires, ils peuvent utiliser le 49.3 autant de fois qu'ils veulent. Alors, c'est énervant, hein? Mais il y a quand même quelque chose de positif. C'est qu'à partir du mois de décembre, on n'est plus dans la période budgétaire. Donc 49.3, ils peuvent l'utiliser qu'une fois, par session parlementaire. Donc la folie des 49.3, elle est bientôt terminée. Il va y avoir une bataille qui va être une bataille parlementaire très dure. Nous, vous pouvez compter sur nous pour faire tout le travail et on n'a pas peur. S'il faut déposer 75 000 amendements, on déposera 75 000 amendements. On est 75 députés, ça fera 1000 chacun. On devrait s'en sortir. S'il faut faire durer le débat parlementaire pendant des semaines, argumenter, montrer à quel point cette réforme des retraites, c'est une mauvaise chose pour notre pays, on le fera. Mais tout seul, à la fin, on peut arriver à faire perdre du temps. Tout seul, à la fin, on peut essayer de sortir des arguments, on peut mettre le gouvernement en difficulté, mais s'il n'y a pas une mobilisation dans la société pour les faire renoncer à ce projet de loi, on n'y arrivera pas tout seul. Et donc on a besoin de préparer d'ores et déjà cette mobilisation. Préparer cette mobilisation, ça veut dire commencer à travailler le sujet. Et on n'a pas que des points négatifs ou des difficultés. Parce que généralement, quand on arrive dans une réforme des retraites, le gouvernement il avait une méthode assez classique. Il sortait un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui disait catastrophe, catastrophe, vous voyez, les retraites, ça va pas, on est en déficit, etc. Il faut faire des efforts. Bon, manque de peau, ils ont sorti un rapport du Conseil d'orientation des retraites. J'ai noté la citation pour pas qu'on m'accuse de la déformer après. Dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il est indiqué « Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. » Voilà. Ça, c'est la phrase du rapport du Conseil d'orientation des retraites publié au mois de septembre. Pire encore, en 2022, le régime de retraite en France, il est excédentaire. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il dit qu'à l'horizon
après 2022, autour de 2025, il y aurait sans doute un petit déficit et qu'à partir de 2030-2040, on repasserait en excédent. Parce que c'est les générations qui font que ça s'équilibre. Mais il tord le cou à l'idée d'une trajectoire qui serait une trajectoire incontrôlée des dépenses de retraite. Donc ça, c'est un argument qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas dire c'est la catastrophe. Ils ne peuvent pas dire on est dans un déficit, comme ils le faisaient à chaque fois avant une bataille sur les retraites. Alors c'est quoi leur méthode? Et ça me permet de dire deux mots sur les concertations. Ils invitent les organisations syndicales à venir discuter. Et ils leur disent, bon, qu'est-ce qui ne va pas dans le système de retraite aujourd'hui? Alors, les retraites minimum, elles sont trop faibles. Le montant des pensions, il est trop faible. Il y a un problème sur l'emploi des seniors. Alors, ils notent tout ça. Bon, quelle proposition on pourrait faire? Ah oui, on pourrait mettre la retraite à 1 100 euros. D'accord, d'accord. Puis après, ils vont arriver à la dernière réunion. Ils vont dire, bon, c'est intéressant tout ce que vous avez proposé, mais ça coûte tant. Et si on veut financer ces améliorations-là, on est obligé de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans pour pouvoir financer le reste. Donc nous, on a besoin de faire un travail qui soit un travail de désintoxication. Parce que vous connaissez le système médiatique, je pense que plus personne ici n'est naïf maintenant. Et ils vont dire, retraite à 1 100 euros, c'est génial. Retraite à 1 100 euros, comment vous pouvez être contre la retraite à 1 100 euros? Vous n'allez quand même pas voter contre la retraite à 1 100 euros. Alors la retraite à 1 100 euros dont ils ont commencé à parler, c'est comme le contrat d'assurance que vous recevez à la maison. Il y a marqué 1 100 euros en gros, il y a une petite étoile. Et puis après, vous tournez la page et en bas, il y a écrit en tout petit. Retraite à 1 100 euros. Pour une carrière complète. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir tous ces trimestres pour avoir la retraite à 1 100 euros. Deuxième petite étoile. Pour une carrière complète pour les nouveaux entrants dans le régime de retraite. Donc, désolé pour les retraités qui sont dans la salle et qui pensaient que peut-être qu'avec la réforme des retraites de M. Macron, si elle passait, ils verraient leur retraite inférieure à 1 100 euros parce qu'ils ont une carrière complète augmentée. Ça ne vous concerne pas. Ça vous concerne que les personnes qui vont être à la retraite après la réforme. Mais ça, ils se garderont bien de le dire. Donc, ils vont vous faire tout un tapage médiatique sur retraite à 1 100 euros, emploi des seniors. Vous allez voir, on va améliorer les choses, etc. La vérité, c'est de maquiller leur véritable objectif. Et leur véritable objectif, c'est d'essayer de trouver des arguments, parce qu'ils n'en ont aucun d'un point de vue économique, pour justifier le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans ou à 65 ans, puisque hier, ils ont parlé de 65 ans. Et là, on a besoin de préparer la mobilisation, de préparer ce travail qu'on fait là, de se donner des arguments, de montrer la réalité de ce qu'il y a dans ce texte de loi, de montrer qu'il y a un projet alternatif qui est possible sur la question des retraites, que si on augmente le nombre de personnes qui sont en emploi, si on augmente les salaires, si on fait en sorte d'agir de manière beaucoup plus forte au niveau gouvernemental pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, si on introduit une petite surcotisation sur les retraites pour les plus hauts revenus, alors on est capable de financer, on l'a budgété, un système qui est dans lequel il y a la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. C'est tout à fait possible de le faire. Et ça va être la bataille. Refuser, bien évidemment, le report de l'âge de départ à la retraite et montrer qu'il y a un projet alternatif qui existe. On va se battre pour ça à l'Assemblée, mais on va avoir besoin d'une mobilisation qui soit une mobilisation importante. Cette mobilisation, c'est un travail d'explication, de bataille idéologique, d'argumentaire. C'est ce qu'on va faire tous ensemble. Mais c'est aussi un travail de mobilisation de rue. Je viens vers ma conclusion. Un travail de mobilisation de rue. Bien sûr, il y a des organisations syndicales et elles vont faire... Oh, j'ai le temps. Elles vont faire leur travail, je l'espère. En tout cas, on l'a toujours été, on continuera à l'être. Quand il y a une intersyndicale qui se réunit, je crois qu'il y en a une qui se réunit lundi ou mardi, si elle décide de date de mobilisation, en tant que mouvement politique, on participe aux initiatives qui sont les initiatives des mobilisations syndicales, on l'a toujours fait. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'on a la possibilité aussi et la nécessité de proposer aussi d'autres formes de mobilisation en tant que mouvement politique, parce que les organisations syndicales, elles vont proposer davantage des journées de mobilisation en semaine, qui s'appuient sur la grève, et qu'il y a des gens qui ne sont pas en emploi, qui ne peuvent pas forcément y participer, qui ont besoin aussi d'avoir d'autres formes de mobilisation. C'est pourquoi, vous l'avez vu dans le clip tout à l'heure, on avait appelé à cette marche contre la vie chère le 16 octobre dernier à Paris, et c'est pourquoi on travaille aussi sur l'idée d'avoir une nouvelle initiative de mobilisation nationale. Bien évidemment, cette initiative de mobilisation nationale, elle ne se substitue pas, elle est complémentaire aux initiatives qui vont être prises par les organisations syndicales. Elle ne se substitue pas, elle est complémentaire à des meetings, à des réunions publiques, à un travail d'information qu'on va faire chacun sur le terrain. Mais on a aussi besoin d'avoir des moments avec un rapport de force qui soit un rapport de force maximal. On a appris il n'y a pas très longtemps, dans l'après-midi, que des organisations de jeunesse, notamment les syndicats
de jeunes, avec les organisations politiques de jeunesse, ont déjà ancré la date du 21 janvier comme étant une date de mobilisation nationale. C'est un samedi à Paris. Voilà, je vous invite à noter cette date parce que les jeunes, ils ont appelé tout le monde à les rejoindre. Et ça peut être aussi une date autour de laquelle on se rejoint tous pour essayer de créer un rapport de force qui est un rapport de force maximal. Normalement, le 21 janvier, on va être dans le cœur de l'examen du texte de loi à l'Assemblée nationale. Il y a encore quelques éléments mystérieux. On ne sait pas quel est, excusez-moi du terme, le véhicule législatif qu'ils vont utiliser. Je m'explique, ils ont deux possibilités. Soit ils utilisent un texte de loi classique, il va y avoir un débat parlementaire, et ils ont la possibilité, si le débat dure trop longtemps ou s'ils n'ont pas de majorité à l'Assemblée nationale, d'utiliser le 49.3. Mais alors, ils gaspillent, entre guillemets, leur 49.3 et après, ils ne peuvent plus l'utiliser. Ouais, voilà, ça devait arriver. Sur toute la séquence ensuite jusqu'au mois de juillet, ils ne pourraient plus utiliser de 49.3. Alors, c'est pourquoi ils ont une idée extrêmement pernicieuse, vicieuse. C'est de faire ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif. Alors, quand vous adoptez un budget, s'il y a des élus locaux, vous avez le droit ensuite de faire des budgets rectificatifs au cours de l'année. Mais normalement, des budgets rectificatifs au cours de l'année, vous le faites quand il y a quelque chose dans la conjoncture économique qui font que on avait imaginé qu'on allait avoir tant de recettes, on en a un peu moins, il faut qu'on trouve une autre solution, ou au contraire, il nous reste un peu plus d'argent que prévu dans les caisses, on peut dépenser un peu plus. Eux, ils envisagent en tout cas de contourner l'esprit de la Constitution pour utiliser un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative, glisser la réforme sur les retraites à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, c'est un texte budgétaire. Et donc, ils ne sont pas limités dans le nombre de 49.3 qu'ils peuvent utiliser dans l'utilisation d'un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative. C'est technique, ça n'a pas beaucoup d'importance sur le texte de loi, mais c'est pour vous montrer à quel point ils ont décidé de s'asseoir complètement sur la représentation nationale, de chercher en permanence les moyens de la contourner. On l'a vu avec déjà 7 49.3, il y en aura sans doute 10 jusqu'à la fin du mois de décembre s'ils continuent à l'utiliser sur chacune des lectures. On a déposé là une motion de censure de l'ensemble des formations politiques de la NUPES, puisqu'on était en lecture définitive sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. À partir de la semaine prochaine, on va réouvrir les discussions sur le budget, lui, pas le budget de la sécurité sociale, le budget de l'État. A priori, il devrait y avoir de nouveaux 49.3. Ensuite, ça retourne au Sénat et ensuite, il y a une lecture définitive, sans doute, avant les vacances de Noël, où il devrait y avoir à nouveau un article 49.3. Mais ils ont fait pire encore, vous avez peut-être vu la semaine dernière, à l'occasion de ce qu'on appelle la niche parlementaire de la France Insoumise. Petit point technique, chaque année à l'Assemblée nationale, un groupe politique, il dispose d'une journée où il peut inscrire les textes de son choix à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Petite subtilité, ça commence à 9h, ça finit à minuit, et à minuit, s'il vous reste un amendement sur un texte de loi, c'est trop tard, c'est fini, le texte de loi il tombe, vous ne pouvez pas le voter. Et donc la semaine dernière, c'était le tour de la France Insoumise, jeudi dernier, donc on avait mis un certain nombre de textes de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, et donc ils ont déposé de nombreux amendements. Alors vous allez me dire, vous faites pareil ? Oui, nous on le fait pareil, c'est vrai. Sur un texte comme sur les retraites, on n'hésitera pas à déposer beaucoup d'amendements. La seule différence, c'est quand c'est nous qui déposons beaucoup d'amendements sur un texte de loi, le gouvernement il a la maîtrise de l'ordre du jour. Donc si on n'a pas fini à minuit, il dit à tous les députés, revenez demain, parce que demain on va continuer le débat, et puis revenez après-demain, et revenez après-demain. Mais quand c'est nous, une journée dans l'année, on n'a pas la maîtrise de l'ordre du jour. Donc quand ils font de l'obstruction parlementaire comme ils l'ont fait la dernière fois, ça fait reporter le texte, et à minuit c'est fini, le texte y tombe. Premièrement. Donc il y a obstruction et obstruction. Deuxièmement, ce qui s'est passé jeudi dernier, qui était extrêmement grave, parce que c'était une première fois depuis le début de la Ve République, c'est que pour la première fois, vous avez le gouvernement lui-même qui a participé à l'obstruction. Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. En fait, quand un texte de loi a commencé à être examiné à l'Assemblée nationale, quand vous, ça y est, c'est parti, on a commencé, on le discute en plénière, les députés n'ont plus le droit de l'amender. Ils ont juste le droit de faire ce qu'on appelle des sous-amendements. C'est-à-dire ils prennent un amendement et ils modifient un mot dans l'amendement pour sous-amender. Voilà. Donc on a le droit de faire des sous-amendements. Pourquoi ? Parce que ça permet en séance de se rendre compte qu'il y a peut-être un compromis possible sur un amendement si on modifie tel mot, etc. Donc quand les macronistes ils ont vu que le texte de loi qu'on était en train d'examiner sur la réintégration des soignants suspendus allait avoir une majorité de députés qui allaient le voter,
À la pause, entre 20h et 21h30, ils ont demandé à leurs collaborateurs de rentrer plein de sous-amendements. Ils en ont rentré 200 pour nous empêcher d'aller au bout du texte de loi. Sauf que manque de points, un sous-amendement, il faut le mettre sur un amendement. Je vous raconte parce que c'est marrant. Un amendement, il faut le mettre sur un amendement. Il faut trouver un amendement sur lequel on sous-amende. Et il n'y avait que des amendements de l'opposition qui avaient été déposés. Il n'y avait aucun amendement macroniste. Il y avait juste un amendement, c'était un amendement d'un député LR, qui est le seul député du groupe Les Républicains qui était contre le texte de loi sur la réintégration des soignants suspendus. Donc tous les macronistes avaient mis 200 sous-amendements sur son amendement à lui. Sauf que les députés LR se sont rendus compte de la manœuvre et ils sont allés voir leurs collègues et ils lui ont dit si tu es là dans l'hémicycle, à cause de toi, notre texte de loi duquel on est tous favorables ne va pas pouvoir passer. Donc on t'interdit de revenir dans l'hémicycle à ce moment-là. Donc ils ont réussi à le convaincre qu'il ne vienne pas. Pourquoi ? Parce que s'il n'est pas là, son amendement, on ne peut pas l'examiner. Et donc tous les sous-amendements, ils tombent aussi. Donc vous avez le député LR qui est rentré dans l'Assemblée et qui s'est fait engueuler par tous ses copains, qui a pris ses petites affaires et puis qui est reparti à ce moment-là. Et donc toute leur manœuvre qu'ils avaient montée entre 20h et 21h30 tombait à l'eau. Sauf, petite subtilité, que si des députés n'ont pas le droit d'introduire des amendements en cours d'examen d'un texte de loi, le gouvernement a le droit de le faire. Donc le gouvernement, quand il s'est rendu compte de ça, a déposé un amendement similaire à l'amendement du député LR qui n'était pas là. Et ils ont donc récupéré tous les sous-amendements, parce que quand les deux amendements sont identiques, ils sont examinés en même temps. Et ils ont réussi à sauver leur obstruction. Mais pour la première fois depuis l'histoire de la Ve République, on a cherché dans nos archives, ça n'a jamais eu lieu. C'est la première fois que le gouvernement participe d'une stratégie d'obstruction contre un groupe d'opposition. Et forcément, ne comptez pas sur BFM TV pour vous raconter ça. BFM TV, ce qu'ils ont retenu, c'est qu'un député, qui d'ailleurs n'est pas un insoumis, contrairement à ce qu'ils ont essayé d'expliquer, parce que vous savez, un député qui s'énerve dans l'hémicycle, c'est forcément un insoumis. Mais c'est un député ancien macroniste qui siège dans un groupe indépendant, qui s'est un peu énervé parce qu'on lui coupait la parole pendant qu'il était en train de parler et qui a dit tais-toi ou tu vas la fermer ou je sais pas quoi. Alors forcément, ce qu'ils ont retenu, c'est ça. Mais ce qu'il y avait à retenir, c'était pas ça. C'était que pour la première fois depuis le début de la Ve République, le gouvernement avait participé d'une stratégie d'obstruction parlementaire. J'ai rien contre ce député, mais il n'est pas membre de la France Insoumise. Mais le lendemain, à la télé, on nous a dit que c'était un insoumis parce que quelqu'un qui s'énerve dans l'hémicycle, c'est forcément un insoumis. Bon voilà, je ferme cette parenthèse, mais je trouvais ça intéressant de vous raconter ça. Tout ça pour vous dire que oui, il y a nécessité de se battre, de créer les conditions de la mobilisation collective. Et on peut gagner. Il y a des salariés qui gagnent. J'ai parlé de Total tout à l'heure. Vendredi dernier, on est allé auprès des salariés de Géodis. C'est un sous-traitant de la SNCF. Ils se sont battus pour les salaires. Ils ont été insultés, ils ont été calomniés. Il y a même eu des propos racistes de la direction contre eux. Ils se sont battus. Ils ont obtenu l'augmentation des salaires. Ils ont réussi à gagner. Donc il faut être à côté des salariés, il faut créer les conditions de la mobilisation collective et surtout il faut rester en alerte. Parce que cette situation-là, elle ne durera pas pendant 5 ans. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le 49.3, ils peuvent l'utiliser tant qu'ils veulent sur les textes budgétaires. Sauf qu'à partir de janvier, c'est fini. Alors ils vont peut-être trouver quelques techniques pour essayer de s'en sortir, mais ça ne marchera pas tout le temps. La situation, c'est une situation politique profondément instable. Cette instabilité, elle ne peut pas durer pendant 5 ans. Soit les Républicains, ils craquent, et dans ce cas-là, il y a une coalition qui se met en place entre les macronistes et LR, ça va jusqu'au bout du mandat. Ils ont retrouvé un équilibre. Mais honnêtement, quand j'entends les Républicains, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être leur état d'esprit. Soit, tôt ou tard, il n'y aura pas d'autres questions et d'autres moyens pour retrouver de la stabilité que d'aller chercher une majorité dans le peuple. Chercher une majorité dans le peuple, ça veut dire convoquer de nouvelles élections législatives. Et la question qui nous sera posée à ce moment-là, c'est est-ce qu'on a réussi, par rapport aux élections législatives du mois de juin, à augmenter le rapport de force en faveur de nos idées. Et si on est dans une perspective, et si on est dans un moment de mobilisation collective, où les gens ont pris de la confiance, où les gens se disent c'est vrai, on peut faire autrement, c'est vrai, on n'est pas condamné à faire ça. Alors ce qu'on n'a pas réussi à faire la dernière fois, c'est-à-dire gagner le 2e tour de l'élection législative, on peut y arriver la prochaine fois. Il faut rester mobilisé. Bien sûr, aucune bataille est gagnée par avance. Une part qui est de notre responsabilité, c'est clair, il faut l'assumer. On n'a peut-être pas réussi à donner suffisamment de perspectives. Il n'y a pas suffisamment de jeunes qui sont allés voter. Il y a trop d'abstention dans les quartiers populaires, c'est clair. Et il y a une partie qui est de notre responsabilité, c'est qu'on n'a pas réussi suffisamment à convaincre. Mais c'est aussi parce qu'en face, ils se sont ligués. Dans une circonscription comme la vôtre, ici, celle d'Avignon, si vous regardez le résultat du premier tour, et les reports de voix possibles entre le premier et le 2e tour,
ont gagné. Si on n'a pas gagné, c'est parce qu'il y en a certains qui, consciemment, entre un député du Rassemblement national et un député de la NUP, ils ont choisi soit de ne pas choisir, soit d'aider le député du Rassemblement national à gagner. C'est ça la vérité. C'est pourquoi on n'a pas gagné ici au deuxième tour. Et on n'a pas gagné ici au deuxième tour. Et c'est le même cas, la même situation dans plein d'autres circonscriptions. Bon, est-ce que la prochaine fois, ils vont nous aider? Je ne crois pas non plus. Donc la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte d'être plus fort la prochaine fois. Être plus fort la prochaine fois, je pense que ça passe par le fait de gagner toutes les batailles que j'ai essayé d'évoquer avec vous aujourd'hui. Voilà, tout ça pour vous dire que même si la situation elle est difficile, c'est sûr, dans le quotidien, même si on peut avoir l'impression d'avoir un rouleau compresseur en face parce qu'ils ont des moyens institutionnels, et j'espère que ça convainc tout le monde, s'il y a des gens dans la salle qui n'étaient pas convaincus que la Ve République, c'est vraiment un régime duquel il faut tourner la page, parce que tout dont on parle là, c'est ce qu'ils peuvent utiliser dans les institutions de la Ve République. Même s'il peut parfois y avoir un côté, mais comment on fait pour résister face à tout ça? Vous dire qu'il ne faut rien lâcher, que même ces moyens-là de la Constitution de la Ve République, ils ont des limites, et qu'en tout cas, il y a quelque chose contre lequel personne ne peut rien faire, même la Constitution de la Ve République, c'est la mobilisation du peuple, c'est la mobilisation populaire, c'est la masse, c'est les gens qui se mettent en mouvement. Et ça fait céder tout le reste. Voilà, nous en tout cas, on a la motivation, on est déterminés plus que jamais. On pense que le travail, on le fait, qu'on les met dans la difficulté, que petit à petit, les choses avancent dans la bonne direction, qu'on est à l'aune peut-être, j'espère, en tout cas on doit y travailler, d'une grande mobilisation sociale dans ce pays, et que s'il y a une grande mobilisation sociale dans ce pays, alors la question de l'alternative politique, elle va être posée très rapidement et peut-être plus rapidement que ce qu'on croit. Voilà dans l'état d'esprit dans lequel on est, et j'espère que vous êtes dans le même. Et en tout cas, on compte sur vous les uns les autres, on est ensemble dans cette bataille, et je sais que vous continuez le travail. J'espère que vous vous sentez représentés quant au siège à l'Assemblée nationale. En tout cas, à chaque fois qu'on vient en réunion publique, ça fait du bien d'être avec vous, ça fait du bien de se sentir soutenu. On essaye de faire au mieux. Et chacun prend sa part du boulot. Voilà, merci beaucoup.